Voici vos nouvelles TVCL avec Vincent Orellana-Pépin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pépin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 26 septembre au 2 octobre. Cette semaine, nous vous présentons des entrevues avec la candidate aux élections provinciales pour la CAQ, Mme Chantal Janotte, et la candidate pour Québec solidaire, Mme Jasmine Roy. Mais nous commençons cette semaine avec la MRC de Laurentides qui a présenté sa planification stratégique 2022-2027. Les maires et mairesses des villes et municipalités désirent s'unir et faire front commun efficacement face aux différents enjeux et défis qui se présentent. La MRC est optimiste quant aux orientations prises et du potentiel de cette concertation. Avec une hausse sans cesse croissante de sa population au cours des dernières années, la MRC de Laurentides, constituée de 20 villes et municipalités, a démontré une force d'attraction hors du commun. Dans sa planification stratégique 2022-2027, elle se penche sur des aspects précis qui concernent autant la qualité de vie de sa population que l'harmonisation du développement dynamique de son territoire ou la protection de l'environnement et l'optimisation des services qui seront mis de l'avant lors du processus décisionnel. La planification, qui comporte 5 grandes orientations et qui se décline en sous-catégories, en 17 objectifs clairs et 32 actions concrètes, permettra à la MRC de poursuivre sa lancée pour déployer une offre de services optimale, préserver et mettre en valeur les richesses de son patrimoine environnemental et paysager, agir sur les effets du déséquilibre démographique, optimiser et diversifier l'économie, positionner les enjeux climatiques au cœur du processus décisionnel. En prémisse de ces orientations, il y avait lieu de réfléchir à la mission, la vision et les valeurs de la MRC de Laurentides afin d'être en cohérence avec les nouveaux objectifs et la nouvelle réalité d'un territoire en plein essor. Ainsi, au cours de la mise en œuvre de cette planification stratégique, la MRC entend démontrer, entre autres, son leadership dans l'art de vivre en milieu rural, urbain et de villégiature. Elle souhaite maintenir un sain équilibre entre la diversité de son économie, de la vitalité de ses municipalités et de la protection de son environnement naturel exceptionnel dans une perspective de développement durable. La Ville de Mont-Tremblant a annoncé la création d'un poste de directeur adjoint au service de l'urbanisme et la nomination de M. Stéphane Martin à ce tout nouveau poste. M. Martin cumule plus de 35 ans d'expérience en urbanisme, dont plus de 21 ans à titre de coordonnateur au service de l'urbanisme de Mont-Tremblant. Sa candidature a été retenue au terme d'un processus de dotation complet et rigoureux, tenant notamment compte de son importante expérience. La nouvelle structure, l'ajout d'une ressource au sein du service de l'urbanisme ainsi que le processus de promotion interne sont directement en lien avec la troisième orientation du plan stratégique de la Ville, soit de miser sur une équipe mobilisée pour offrir des services de qualité et assurer l'évolution performante de l'organisation. Cette restructuration permettra au service de l'urbanisme de faire face aux défis actuels et futurs, notamment la révision réglementaire en vue de la refonte du plan d'urbanisme. La Ville de Mont-Tremblant accueillera le conteur-chanteur Michel Faubert, qui se produira le 7 octobre prochain à 20h à la salle de l'Église dans le cadre de la programmation Première Scène. Après 40 ans de carrière, notamment avec les Charbonniers de l'Enfer, dont il est l'un des membres fondateurs, et 8 albums qui ont fait sa légende et sa renommée, M. Faubert présente Le Chant du silence, un spectacle solo de complaintes entièrement a cappella, qui se déroule comme un voyage impressionnant dans les maisons des aînés où ses chansons lui ont été chantées. Assorti d'anecdotes et de poésie, ce spectacle d'une sobriété spectaculaire se présente comme un rêve au milieu de vie assourdissante. Michel Faubert livrera ses mots et ses chants dans l'ambiance intime et chaleureuse de la salle de l'église du village en mode cabaret. Les billets se vendent au coût de 32 $ ou 28,80 avec la carte accès. Ils sont disponibles en ligne à villedemonttremblant.qc.ca/première scène, par téléphone au 819-425-8614 ou en personne à l'accueil du service de la culture et des loisirs situé au 635 rue Cadieux. La Ville de Saint-Sauveur a annoncé le lancement du programme Écoprêt
qui permet d'obtenir un financement pour le remplacement des installations septiques et le scellement des puits. Ce programme s'adresse à tout propriétaire d'une résidence isolée, laquelle n'est pas raccordée par un réseau d'égouts municipal ou privé, qui souhaite remplacer ou mettre aux normes son puisard ou installation septique, notamment dans le cadre d'une installation septique en situation de non-conformité ou de contamination dans l'environnement. Le programme s'applique également lorsque le seul fait de faire sceller un puits permettra la conformité de l'installation sanitaire existante ou que le scellement du puits permettra l'installation d'un système autre que l'installation d'une vidange totale. Plus précisément, le financement consiste en un emprunt pouvant couvrir jusqu'à 100% des coûts admissibles pour un montant maximal de 25 000 $. Le montant de l'emprunt, portera intérêt au même taux que celui obtenu par la Ville et le remboursement s'effectuera sur une période de 10 ans, à même le compte de taxes municipales. Les citoyens concernés par le programme Éco-Prêt recevront une communication de la Ville au courant du mois de septembre et d'octobre. Ceux-ci auront jusqu'au 31 décembre 2025 pour se prévaloir du programme. Si vous souhaitez faire une demande de financement dans le cadre du programme Éco-Prêt, vous devez remplir le formulaire disponible à la page web vss.ca/service aux citoyens /en ligne /formulaire Éco-Prêt. En plus du programme Éco-Prêt de la Ville, les citoyens pourraient aussi être admissibles au crédit d'impôt pour mise aux normes d'installation d'assainissement des eaux usées résidentielles de Revenu Québec. Le montant maximal du crédit pouvant être accordé est de 5 500 $ par habitation admissible. Pour connaître les modalités, visitez le site Internet de Revenu Québec. Le programme Éco-Prêt s'inscrit dans le cadre du plan d'action en environnement 2021-2023 de la Ville de Saint-Sauveur et vise principalement à assurer la salubrité, la santé publique et la protection de l'environnement en favorisant une bonne gestion des eaux usées des résidences isolées. Pour plus de renseignements concernant le programme Éco-Prêt, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le Service de l'environnement et du développement durable de la Ville de Saint-Sauveur. Revenez-nous après la pause pour notre entrevue avec Mme Chantal Janotte. Dans le cadre de la campagne électorale au Québec, TVCL a invité les candidats des 5 principaux partis à passer en entrevue. Nous recevons aujourd'hui Mme Chantal Janotte, qui est la candidate de la Coalition Avenir Québec aux élections du 3 octobre. Bienvenue, Mme Janotte. Bonjour, M. Drolet. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Donc, pourquoi vous voulez être réélue comme députée de la Ville? Vous êtes la députée sortante. C'est une très, très bonne question. D'abord, pour 2 raisons. D'abord, parce que je suis très, très fière du bilan que nous avons fait au cours des 4 dernières années. En plus d'avoir géré une pandémie qui a quand même duré 2 ans, il y a des dossiers structurants pour notre économie qu'on a réussi à livrer. À titre d'exemple, Internet, c'est formidable ce qu'on a fait. On s'était commis pour brancher l'ensemble des citoyens et c'est fait. Un autre exemple concret, l'élargissement de la route 117. Ça faisait des décennies que les acteurs locaux, les gens le demandaient parce qu'il y avait des décès à chaque année. Donc, on s'est commis, on le fait, ça a été annoncé et les travaux commencent à l'automne. C'est un 2e exemple. Un 3e exemple, les garderies. On sait à quel point nos jeunes familles ont besoin des garderies. Politiquement, nous avions une décision à prendre. Nous avons décidé de continuer de déployer le réseau. Nous l'avons fait. Donc, ce sont des exemples comme ça qui m'invitent qui sont pour moi des exemples concrets qui démontrent qu'on est une équipe forte, on est capable de livrer des résultats, mais il y a tellement encore de travail à faire. C'est ma 2e raison pourquoi je veux continuer. Fort de ce bilan, il faut continuer le travail. Les défis sont grands, on le sait, tous les gens font face à une pénurie de la main-d'œuvre, font face à l'inflation, font face à un système de santé qui doit être revu. Et moi, je me sentais d'attaque et je suis convaincue que nous avons la meilleure équipe et le meilleur chef pour pouvoir livrer les résultats encore concrets comme ça. Parfait. Bon, on va revenir un petit peu plus tard sur ces détails-là, mais question pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous comme député au cours des 4 dernières années? C'est une bonne question. C'est certain que ça a été l'inconnu, la pandémie, parce que l'équipe, le fait d'être une députée gouvernementale, ça veut dire qu'on est au pouvoir. Ça, c'est le côté facilitant du travail.
parce que je suis obligée de vous dire que lorsque les maires, les élus locaux ou les citoyens m'interpellent sur des enjeux, c'est assez facile, je vais commencer par ça, le côté plus facilitant d'être une députée gouvernementale parce que je parle à mes collègues ministres et c'est assez rapide l'aide là, du côté du gouvernement pour faire aboutir les dossiers. Maintenant, la pandémie, qui l'aurait vu venir? Personne. Alors ça, pour moi, ça a été de l'inconnu, ça a été difficile parce qu'il y a eu des moments où c'est la santé publique qui décidait et puis le gouvernement, nous suivions ces décisions-là et puis des fois, la population ne comprenait pas toujours. Ça prenait un certain temps et puis il y avait un seul porte-parole. Il le fallait que ce soit comme ça, mais d'avoir été coupé du terrain, ça a été très dur pour moi. J'aime aller à la rencontre des gens. Les gens me reconnaissent de plus en plus comme une députée de terrain. On me dit, Chantal, tu es partout sur le territoire. Ça a été dur pour moi. Je me suis ennuyée des gens. Parfait. Mais comment avez-vous, après 4 ans comme députée, réussi à concilier un peu le travail, famille, etc.? Ça ne doit pas être facile. Non. Puis juste pour revenir, on a continué le travail. Même si on faisait moins de terrain, on était en Teams, en Zoom, un peu comme tout le monde. Pour moi, le côté familial est plus facile, j'avoue, que des jeunes mamans. Moi, j'ai décidé de faire le saut en politique après avoir fait une première carrière, 27 ans dans la fonction publique. Moi, je suis dans la cinquantaine. Mes garçons sont des jeunes adultes. Alors, pour moi, je peux me consacrer entièrement à cette nouvelle carrière pour moi. Parlons rapidement de la coalition Avenir Québec. Un peu. Bon, pourquoi les électeurs devraient-ils continuer de faire confiance à la CAQ? Tellement une bonne question. Bien, d'abord, ce qui me vient à l'esprit, c'est sûr, c'est le chef, mais c'est aussi l'équipe. L'équipe que François Legault a été capable de réunir est extraordinaire. Sincèrement, moi, je suis politicologue de formation. J'ai fait 5 ans d'université en sciences politiques. J'ai étudié aussi en administration publique. La 42e législature, je pense que ça va être une de celles qui va marquer le Québec. C'était une de celles qui, selon moi, est la plus compétente. C'était pas des gens connus nécessairement, là. Les Christian Dubé de ce monde, Éric Girard. Bon, Madame Lebel était un peu plus connue parce qu'elle avait passé par la commission Charbonneau. Madame Mécan n'était pas très, très connue non plus. Ce que je veux dire, c'est que François Legault a été capable d'aller chercher une équipe économique très forte et en même temps, d'aller chercher des gens qui étaient nationalistes. Donc, c'est vraiment la CAQ, pour moi, la coalition, ça le dit, hein, Coalition Avenir Québec, ce sont des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent faire atterrir des résultats concrets. Ça faisait plus de 40 ans qu'il y avait l'échange entre les libéraux et les péquistes et qui, malheureusement, s'obstinaient souvent pour des enjeux tout à fait légitimes, mais je veux dire, on ne s'attardait peut-être pas assez aux résultats. Avec l'équipe de François Legault, nous, ce qu'on veut, c'est faire atterrir nos promesses. Et puis, franchement, là, c'est pas nous qui le disons, là, on a réalisé 80% de nos promesses. C'est quand même pas rien. Mais souvent, un deuxième mandat est plus difficile. Comment le Québec serait différent concrètement dans 4 ans? Supposément qu'il n'y a pas de pandémie, là, de nouvelles pandémies, mais dans 4 ans, avec un deuxième gouvernement, un deuxième mandat de la CAQ, comment concrètement est-ce que le Québec serait différent? Bien, d'abord, prenons l'exemple de la richesse. M. Legault le dit souvent, c'est mon obsession. Il veut se rapprocher de l'Ontario. Pourquoi? Parce que nous avons un écart considérable au niveau de la richesse entre le Québec et l'Ontario. Eh bien, dans le dernier mandat, il a réussi à diminuer cet écart de richesse de 3 %. Ça veut dire que notre économie est plus forte. Vous le voyez, en ce moment, l'économie va bien, pratiquement pas de chômage, l'économie est forte. Alors, je suis convaincue que cette obsession, comme il dit M. Legault, va se poursuivre encore. Et puis, on est des gens c'est un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui est prudent aussi. Et les enjeux qui s'en viennent sont fort importants. Écoutez, on va sûrement tomber en récession l'année prochaine, c'est pas moi qui le dis, ce sont des experts. L'inflation, la pénurie de logements, la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des grands enjeux et c'est important d'avoir des gens compétents, des gens sérieux, puis des gens qui ont fait leurs preuves. On l'a fait, notre preuve. Alors, je suis convaincue que pour les 4 prochaines années, c'est important de continuer le travail. Vous n'avez pas peur d'un petit essoufflement?
Ben, écoutez, on est reconnu pour être des hyperactifs à la CAQ. On est des gens qui carburent au travail et à l'effort. Moi, j'ai 27 municipalités dans mon comté. Et puis, je sais pas, là, mais je suis une fille très énergique, non, pas du tout. Au contraire, ça me motive, moi. Plus il y a de travail, plus je suis motivée. Bon. Vous avez évoqué quelques enjeux auxquels on fait face, mais je voudrais vous demander de choisir un enjeu au niveau national puis un enjeu au niveau local. Je trouve que votre question est difficile, hein, parce qu'il faut toutes les mener de front. Cela dit, il y a eu un retard considérable au cours des dernières décennies sur l'enjeu de la santé, par exemple, parce que les gouvernements précédents n'investissaient pas assez. Donc, il y a vraiment un rattrapage à faire au niveau de nos infrastructures, que ce soit routière, que ce soit, j'ai dit la santé là, tout à l'heure, mais c'est vraiment, l'enjeu de la santé, là, c'est vraiment important. Puis le meilleur capitaine à bord pour faire tourner ce paquebot-là, hein, parce qu'on sait que c'est un paquebot, le domaine de la santé. Moi, je suis convaincue que c'est Christian Dubé. Le plan Dubé est extraordinaire parce que c'est un plan qui va nous amener à plus de performance, plus de compétences dans notre système de santé, un système de santé qui va être plus humain, puis un système de santé qui va être décentralisé aussi pour nos régions. Fait que la deuxième angle de votre question, c'était au niveau local. Là-dessus, j'irais plus sur... Moi, je suis beaucoup interpellée par l'environnement, les lacs, nos rivières, l'eau. Et puis, je travaille avec, par exemple, les associations de lacs. On a des enjeux avec le myriophylle AIPI, le phosphore, etc. Quand j'ai entendu mon premier ministre dire qu'on avait un fonds bleu de 650 millions de dollars pour faire face à ces enjeux-là, j'ai fait « wow ». Encore une fois, un exemple concret de ce que je vais vouloir m'attaquer dans la région plus concrètement là, au niveau des lacs et des rivières. Ça va être formidable d'avoir cet outil-là. Vous avez évoqué le niveau de la notion de la santé. Depuis une dizaine d'années, on a eu 3 différents partis au pouvoir, le PQ, le Parti libéral et 4 ans de la CAQ. Pourquoi est-ce que ce n'est pas réglé, ces affaires-là de santé jusqu'à date? Je veux dire, on en parle, tout le monde en parle. On semble incapable de le régler. Pourquoi? Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, là, écoutez, pour faire un changement au niveau de la santé, ça prend des projets de loi. Il faut les passer en commission parlementaire. Fait que la première des choses, les gens s'imaginent que les changements peuvent arriver rapidement. C'est pas vrai. Et ça peut pas, à l'intérieur d'un mandat, de changer un système de santé qui a besoin d'être changé. Ça fait 30 ans. Puis là, nous, on aurait réussi à faire ça en 4 ans, quand en plus, on a géré une pandémie qui a duré 2 ans. Vous conviendrez avec moi que c'est impossible. Fait que pourquoi ça prend autant de temps? Parce que faut légiférer. Je vous donne des exemples concrets. Oui, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens, pendant tout ce temps-là, qui attendent pour un médecin ou qui attendent pour des services et vous dites que ça va prendre du temps, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Vous avez raison et ça va nous chercher parce que nous aussi, on voudrait que ça aille plus vite. Mais je vais vous donner des exemples concrets. On s'est rendu compte pendant la pandémie qu'on était encore à l'étape des fax. C'est pas drôle, là. On est encore en train de faxer. Qu'est-ce qu'a fait M. Legault? Il a mis un ministère de l'informatique sous Éric Kerr. C'est pas rien, là. Il faut toutes ces données-là, il faut rentrer l'informatique dans notre système. Un autre exemple concret, les plateformes. On veut mettre sur pied Santé Québec, Votre Santé. Les gens, pour diminuer l'égorgement qu'il y a des urgences, les gens vont aller sur cette plateforme-là et vont avoir accès à un professionnel de la santé. Mais ça prend du temps à mettre ça sur pied. Mon Dieu, un autre exemple concret, eh bien, les données, nos PDG des CIS et des CIUS n'ont même pas accès à plusieurs données de nos médecins. Alors, c'est pas normal, là. Il faut donner accès. Pour ça, il faut passer des projets de loi en commission parlementaire de manière à ce que le gouvernement, les décideurs puissent avoir accès à de l'information. Ça semble complexe comme ça, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas changer un système de santé en un seul mandat. C'est impossible. Surtout quand, je le répète, on a géré une pandémie qui a duré plus de 2 ans. Et ça, la pandémie, tout le monde en a souffert. Et voilà. Pour changer de registre, pourquoi est-ce que la 15 et la 117 sont toujours en si mauvaises conditions, entre autres dans les routes, là, mais... C'est une bonne question. Encore là, je vous dirais que le sous-financement des gouvernements précédents ne nous aide pas. Vous en conviendrez avec nous. C'était un autre contexte à leur décharge. Ils allaient vers l'austérité, mais peut-être qu'ils ont tiré l'élastique un peu trop fort de ce côté-là. Vous me permettrez cela. Alors, pour répondre à votre question, l'autre enjeu, la 15 et la 117, c'est dans les Laurentides.
Avez-vous remarqué que les Laurentides, c'est partout le retard? Vous savez, on avait 2 partis politiques qui se faisaient l'alternance. Hein? Alors, ça se pourrait-tu que les libéraux se disaient, bon, on n'aura jamais les Laurentides parce que c'est péquiste. Fait qu'ils s'en occupaient pas. Puis de l'autre côté, quand c'était les péquistes, ben ils n'ont pas été ben souvent au pouvoir, puis ils pouvaient pas régler les problèmes. Ce n'est pas que politique, bien sûr, mais écoutez, le retard est flagrant. Ça saute aux yeux et notre gouvernement l'a admis. Et puis on va ramener ce retard-là on est là-dedans. Là. On est en train, écoutez, juste dans mon mandat à moi, là, on a doublé les budgets en voirie locale. C'est 66 millions de dollars que j'ai mis dans mon comté au niveau des routes, ne serait-ce que cet exemple-là. Oui, est-ce que c'est assez? C'est pas assez, puis on va continuer le travail. Mais permettez-moi de vous dire que c'est la première fois qu'un gouvernement règle le dossier de la 117 aussi. Là. Ça va démarrer cet automne. Ça faisait combien d'années que les gens réclamaient ça? Il y avait des décès chaque année. Écoutez, on peut pas aller plus vite non plus que on fait des appels d'offres. Donc, il y a quand même un côté administratif à faire. Pour répondre à votre question, non, c'est pas assez. Il faut continuer, puis on va continuer. Pénurie de main-d'œuvre, il y en a. Comment régler ça? C'est mondial. Hein? On s'entend, la première des choses, c'est mondial. J'entends des amis qui arrivent d'Europe, c'est partout. Comment on va régler ça? C'est multifactoriel. On a encore là un formidable ministre, M. Jean Boulet, ministre du Travail et de l'Immigration. Alors, on a ce qu'il faut. On a mis plus de 3 milliards de dollars dans un plan qui couvre plusieurs mesures. Par exemple, il faut s'attaquer à la productivité de nos entreprises. On peut plus faire les choses de la même façon. Il n'y en a pas de bras. Il n'y en a pas. Fait que faut robotiser, faut rentrer l'intelligence artificielle, faut rentrer plus de machinerie. Ça, c'est un exemple. Il faut former les gens, requalifier les gens. Prenons l'exemple de la santé. Nous allons former 5000 professionnels de la santé. Nous allons former 600 nouveaux médecins. C'est un autre exemple. Il faut aller vers les secteurs en demande. Alors, construction, santé, technologie de l'information, génie civil, ce sont tous des secteurs d'activité qui sont en demande. Le gouvernement s'est commis. Nous allons former des gens, nous allons requalifier les gens. Ce sont des exemples des 88 mesures du plan de mon collègue Jean Boulet et j'en suis très, très fière. Bien sûr, l'immigration en fait partie, mais ce n'est pas une panacée. On aurait bien aimé parler d'immigration, mais c'est tout le temps qu'on a. Alors, je viens de recevoir Mme Chantal Janotte, qui est la députée sortante et candidate de la Coalition Avenir Québec dans les élections du 3 octobre pour le comté de Labelle. Je vous remercie, je vous invite à regarder toutes les autres entrevues avec les candidats et à nous suivre sur tvcl.ca. Ici Daniel Drolet. La MRC des Pays-Nord organise 2 consultations publiques visant à présenter le projet de plan de gestion des matières résiduelles aux différents groupes d'intérêt sur le territoire, incluant la population en général. Ces assemblées de consultation publique ont pour objet de fournir l'information nécessaire à la compréhension du projet et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d'être entendus sur le sujet. La première consultation aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 à 14 h à la Place des Citoyens, située au 999 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. La deuxième aura lieu le vendredi 11 novembre 2022 à 18 h au Chalet Bellevue, situé au 27 rue Bellevue à Mornights. Les assemblées de consultation seront également diffusées sur la page Facebook de la MRC. Les personnes intéressées pourront interagir et poser des questions en direct en commentant sous la séance. Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer un mémoire en le faisant parvenir par courriel à Virginie Roger au vroger@mrcpdh.org. La date limite pour soumettre un mémoire est le 3 novembre 2022. Après plusieurs années de demandes et de démarches effectuées par la ville de Sainte-Adèle, la limite de vitesse sur le chemin Pierre-Péladeau, ou la route 370, entre l'hôtel Alpine et la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson passera finalement de 90 km/h à 70 km/h, a annoncé le ministère des Transports du Québec. Le MTQ a consenti à cette dérogation aux normes à la suite du dépôt d'une résolution adoptée par Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et l'Estérel,
demandant au MTQ de réduire la vitesse à 70 km/h sur la route 370 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Le consentement de l'ensemble des villes concernées était nécessaire pour que le MTQ procède au changement de vitesse. Selon la lettre transmise par la Direction générale des Laurentides-Lanaudière du MTQ, confirmant le changement de vitesse, la signalisation résultant de cette décision sera mise en place une fois que les équipes sur le terrain auront la disponibilité pour le faire. Aucune date d'implantation n'est donc annoncée pour l'instant. Présentée par le maire et la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, la toute première édition du tournoi de golf du maire, qui avait lieu le 14 septembre dernier au club de golf Sainte-Agathe, a permis d'amasser une somme de 9 500 $ qui a été remise au Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides. L'argent servira à offrir des activités sportives et culturelles aux enfants et aux familles de la région vivant dans un contexte de vulnérabilité. Au total, plus de 96 golfeurs ont participé au tournoi, qui comprenait 2 départs de 9 trous chacun. Le maire, M. Frédéric Brouet, mentionne que cette première édition a été un succès dont la ville peut être heureuse. Il ajoute que cela démontre le bon cœur des gens de la région et la force de la communauté, en plus de contribuer à une bonne cause. La MRC de Laurentides et la municipalité de Montcalm souhaitent féliciter Steven Larose pour sa nomination comme finaliste pour le prix Jean-Marie Moreau. Cette distinction des plus prestigieuses est remise à un élu municipal en reconnaissance de son engagement envers la communauté qu'il représente. Fort d'une expérience de plus de 21 ans dans le domaine municipal, Steven Larose est une personne très engagée et impliquée dans de nombreux comités et organismes locaux, régionaux et provinciaux. En 2001, âgé de 31 ans, il est élu en tant que l'un des plus jeunes maires au Québec. Il a alors le souhait de revamper l'image de la municipalité de Montcalm et réussit à mobiliser sa communauté afin de revitaliser complètement le noyau villageois. Ainsi, la municipalité acquiert un terrain servant de cimetière de voitures et procède à son nettoyage et à la construction d'une bibliothèque municipale, d'une caserne incendie, d'un centre communautaire, d'une halte routière et d'un parc multigénérationnel. Steven Larose participera en tant que président du comité de consultation sur la réouverture hivernale sur le parc linéaire, à la réouverture d'un tronçon de 38 km sur le parc linéaire pour la pratique de sports hivernaux. Il siège d'ailleurs en tant qu'administrateur de la Corporation du Petit Train du Nord depuis 2011. Dans les années 2000, il s'impliquera également en tant que président au sein d'un organisme créé par la MRC de Laurentides visant à offrir aux citoyens non ou mal desservis par le réseau Internet une alternative Wi-Fi, une solution qui a perduré jusqu'à la confirmation du gouvernement de subventionner les entreprises en télécommunications pour une couverture Internet haute vitesse complète. Président du comité de sécurité publique, il ne ménage pas ses efforts afin d'accroître la présence policière sur le territoire de la MRC de Laurentides. Il travaillera aussi de concert avec la ville de Mont-Tremblant lors de la fermeture de leur service de police municipale afin d'intégrer la ville à l'entente MRC-SQ et assurer l'uniformité du service au sein des 20 villes et municipalités. Avec cette même vision de régionalisation et sachant que les ressources matérielles, humaines et financières s'avèrent souvent un enjeu en sécurité incendie, Steven Larose a travaillé pendant plusieurs années au regroupement des services incendies de la région afin d'assurer une meilleure couverture pour l'ensemble des municipalités de la MRC de Laurentides. Étant lui-même pompier volontaire depuis 1998, il bénéficie de sa vaste expérience terrain. Alors qu'il était préfet suppléant à la MRC de Laurentides et convaincu que les petites municipalités ont avantage à regrouper plusieurs de leurs services, il devient l'instigateur du regroupement des services incendies des municipalités d'Arundel, de Barkmere, du Berdo, du Lac-des-Saisiles et de Montcalm. Il poursuivra par la suite avec la création de la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides et la Régie des Monts, 2 régies qui desserviront la majorité des municipalités des MRC de la MRC de Laurentides. Récemment, lors de la dissolution de la RINOL, il sera impliqué dans les ententes intermunicipales pour la couverture nord-ouest du territoire où la ville de Mont-Tremblant offre la desserte incendie à 9 municipalités en utilisant les casernes et les équipements de ces 9 municipalités. Au niveau provincial, M. Larose siège au conseil d'administration
de la Fédération québécoise des municipalités et participe à des comités de travail depuis 2018, notamment en matière de sécurité incendie. Ceci n'est qu'un survol du parcours de Stephen Larose. Tout au long de son parcours d'élu, il a permis de belles réalisations au sein de sa municipalité, mais également sur tout le territoire de la MRC des Laurentides en priorisant toujours les citoyens dans l'ensemble de ses décisions. Revenez-nous après la pause pour notre entrevue avec Mme Jasmine Roy. Dans le cadre de la campagne électorale au Québec, TVCL a invité les candidats des 5 principaux partis dans la circonscription de Labelle à passer en entrevue. 4 d'entre eux ont accepté. Nous recevons aujourd'hui Mme Jasmine Roy, qui est la candidate de Québec solidaire aux élections du 3 octobre. Alors bonjour Mme Roy. Bonjour. Alors bienvenue. Je vous invite à vous présenter. Qui est Jasmine Roy? Bon, je viens du comté de Labelle, donc je suis née à Lac-des-Écorces, tout près de Mont-Laurier. Je suis enseignante à la polyvalente de Mont-Laurier. J'enseigne l'éthique et culture religieuse et puis l'histoire. Et puis pourquoi vous voulez être députée? Une très bonne question. En fait, comme vous le savez, là, il y avait un autre candidat à Québec solidaire qui s'est retiré là, quelques temps après avant le début de la campagne. Puis on m'a demandé là, de me présenter. Sur le coup, je me suis pas dit j'ai envie d'être députée. Je me suis plus dit en tant qu'enseignante qui essaie de pousser là, ces jeunes à s'impliquer politiquement, je me vois pas refuser là, ce beau défi-là. C'est sûr que je me dis, bon, si je l'emporte, je vais devenir députée, effectivement. Je vois ça un peu comme un gros défi, mais la raison là, qui me pousse à continuer ma campagne, c'est vraiment là, pour soutenir les gens de la région, pour porter la voix là, des gens de Labelle à Québec. Puis qu'est-ce qui ferait de vous une bonne députée? Je pense que ça serait mon écoute, d'abord. Donc, j'essaie pas d'imposer mes idées aux autres. Je veux surtout entendre là, les gens d'ici sur ce qui les préoccupe, c'est quoi les enjeux qui sont importants pour eux, puis d'ensuite porter leur idée là, plus loin. Dans votre cheminement de vie, quelles expériences ou valeurs ou background avez-vous qui seraient utiles à un député de Labelle? Bon, donc j'ai fait là, de la politique plus au niveau scolaire. J'ai été au cégep de Mont-Laurier, j'ai été dans l'association étudiante, j'ai été secrétaire, vice-présidente et puis présidente. Ensuite, à l'université, j'étais représentante de classe là, pendant 4 ans. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans la politique scolaire. Puis, sinon, juste un intérêt général là, pour la politique. J'ai noté avec intérêt que vous enseignez l'histoire et l'éthique. Oui. C'est ça à l'école secondaire? Oui. Je me demande quelle sorte de leçons d'histoire ou d'éthique vous auriez à donner au monde politique? C'est une bonne question, ça. De leçons. Bien, c'est sûr, j'ai pas étudié en enseignement de l'éthique et culture religieuse, mais depuis l'an passé, je l'enseigne. Puis j'apprends beaucoup de choses. Puis ce que j'aime apprendre à mes élèves, là, c'est beaucoup la tolérance des autres, d'être ouvert aux autres, d'apprendre à se connaître, de s'écouter, de se respecter. Donc, je trouve que ça enseigne de très belles valeurs. Puis si c'était enseigné là, plus généralement à la population, ça serait que du positif. Est-ce que vous verriez enseigner ça comme cours aux députés à l'Assemblée nationale? Puis il y en a peut-être certains qui en auraient besoin. Parlons un peu du Parti Québec Oui. solidaire. Pourquoi vous avez choisi de militer auprès de Québec solidaire? Oui. Bien, on dirait pour moi, il n'y a pas de choix là, qui s'impose. Ça a toujours été Québec solidaire pour moi. C'est évident, les valeurs environnementales, les valeurs qui misent sur l'égalité, donc d'avoir moins d'inégalités dans la société, beaucoup d'entraide, de communauté. Je trouve que c'est des valeurs qui sont positives puis qu'on a besoin. Québec solidaire prône une nouvelle politique, de faire la politique autrement. Je pense que je représente bien cette nouvelle politique-là en étant jeune, en étant enseignante. Je suis pas l'habituel politicien en cravate. Donc, c'est ça. C'est toujours venu me chercher. Si vous aviez à convaincre quelqu'un de voter pour Québec solidaire, quel Oui. serait le meilleur argument que vous pourriez... Le meilleur argument que vous pourriez utiliser? Juste en choisir un. C'est difficile, mais c'est sûr, l'environnement, pour moi, c'est
très, très, très important. Je pense que c'est le seul parti là, qui en fait là, son cheval de bataille, l'environnement. Donc, si vous avez là, à cœur les valeurs environnementales, l'avenir de notre planète, c'est Québec solidaire, c'est certain. Mais concrètement, qu'est-ce que Québec solidaire pourrait faire sur un plan environnemental? Bien, il y a plein de choses là, qui ont non, mais proposé. sérieusement, si on avait un gouvernement Oui. de Québec solidaire, 4 ans plus tard, qu'est-ce qui serait différent concrètement dans nos vies? Bon, bien, c'est certain là, qu'on aurait le plus d'investissements pour avoir des véhicules qui sont électriques. Il y aurait aussi, moins misé sur le développement de nouvelles routes, mais plutôt de transport en commun. C'est sûr, dans une région comme la nôtre, on se demande comment le transport en commun peut être applicable. Ils ont parlé là, de miser sur un transport qui est peut-être plus par train ou de développer un transport en commun en région là, avec que ce soit des navettes ou des autobus peut-être plus adaptés à la région. Donc, je pense qu'ici, ça pourrait être très utile là, de relier chaque petit village avec un transport en commun. Le Québec solidaire est aussi un parti indépendantiste. Oui. À quel point c'est important pour vous, cette notion-là d'indépendance du Québec? Bien, c'est important. Par contre, comme Québec solidaire, je crois qu'il faut partir sur des bonnes bases. Donc, c'est peut-être pas la priorité numéro 1, l'indépendance du Québec, mais si on place des bonnes bases, qu'on a une bonne sécurité économique, c'est gagnant pour le Québec, là, l'indépendance, surtout aussi d'un point de vue environnemental, quand on voit que le fédéral fait d'autres choix là, pour l'environnement qui nous affectent énormément. Donc, je crois en l'indépendance du Québec, mais en partant du bon pied. Parfait. Parlons maintenant un peu des enjeux dans la campagne. Quel est, selon vous, le plus important enjeu au niveau national? La crise du logement. OK. Je pense que c'est un enjeu qui est important là, au national, mais aussi là, dans la région. Parce que la deuxième question, c'est quoi le plus important enjeu au niveau local? Est-ce que vous direz la même chose? Oui. OK. Comment Québec solidaire, vous allez vous adresser à cette crise de logement? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais le parti là, a promis 50 000 logements sociaux dans son premier mandat, partout à travers le Québec, et puis 10 000 maisons abordables avec de l'aide là, pour les premiers acheteurs de maisons. J'ai hâte de voir comment ça va être distribué, ces chiffres-là, par circonscription. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a pour notre région. C'est sûr que moi, je veux insister sur la région de la Belle. On est gravement touché par la crise de logement, donc je pense que c'est important. Chaque parti prend des engagements. Oui. Pour moi, c'est toujours intéressant ou important de savoir comment on entend les réaliser. Dans le cas du logement, comment on va concrètement arriver à implanter du logement dans la région ici? C'est une bonne question. C'est sûr, je suis nouvelle en politique, c'est mes débuts. Ça fait seulement 2 semaines que j'ai commencé. Je ne sais pas exactement concrètement comment ça va se réaliser dans la région. J'ai hâte d'en savoir plus, de savoir plus le plan de Québec solidaire. Puis, je pense que je ne peux pas vraiment répondre à concrètement comment ça va se faire, mais c'est sûr que j'ai à cœur que ça soit quelque chose qui se produise pour notre région. Je l'ai moi-même vécu, la crise du logement, là, quand je suis revenue en région l'an passé. C'est important, parlez-moi de ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bien, j'ai vécu qu'il n'y avait absolument aucun logement là, de disponible. Il n'y en avait pas. Dès qu'il y en avait un là, sur le marché, il y avait une longue file d'attente. C'était assez incroyable. Puis les prix qui augmentaient sans cesse. Là. Donc, moi, je suis vie toute seule. Ça a été difficile, mais je ne pouvais pas m'imaginer une famille là, avec plusieurs enfants réussir à trouver un logement dans la Belle. Ça devait être épouvantable. Comment vous avez réussi à vous trouver un endroit? Bien, avec la chance, je pense. Là, j'ai eu la chance, je pense que de rester seule, que j'avais un bon emploi stable, ça a été des arguments pour me faire accepter avant d'autres personnes, mais je trouve que c'est quand même injuste de passer avant des gens qui ont peut-être moins une bonne sécurité d'emploi, qui ont pas, qui ont des enfants. Des fois, les propriétaires vont refuser les familles, puis c'est vraiment injuste. Non, c'est quelque chose d'important que vous venez de soulever, que vous avez vous-même vécu, oui. Cette affaire-là. Oui. Parlons un peu de la santé, parce que c'est quand même quelque chose qui intéresse les gens. Oui, absolument. Depuis 10 ans, le PQ, le Parti libéral et la CAQ ont été au pouvoir. Il n'y en a aucun qui a réussi à régler ce dossier-là. Oui.
pourquoi ça traîne, puis pourquoi ça serait différent avec Québec solidaire? Oui. Donc, c'est sûr, il y a un manque de main-d'œuvre incroyable là, dans les hôpitaux puis dans tous les autres centres de santé. Québec solidaire là, a proposé de bonifier le CLSC, donc d'ajouter des services, de désengorger les hôpitaux. Ils ont aussi là, eu l'engagement là, de bonifier le 811, donc qu'on pourrait appeler un numéro, avoir plus de services, savoir où est-ce qu'on s'en va, avoir un rendez-vous à la fin de notre appel. Et ils veulent miser aussi sur des soins à domicile pour les personnes âgées, donc garder l'autonomie le plus longtemps possible à la maison là, pour éviter là, que les personnes âgées se retrouvent dans des centres où personne ne peut être heureux vraiment. Là. Vous voulez aussi un plan, un soin dentaire, là. Oui, parce que j'ai oublié ça. Hein? Mais non, mais ça, c'est quelque chose qui avait été, en fait, dans votre programme depuis un certain temps. Mais où trouver l'argent et en fait, tout pour le faire quand on a déjà autant de problèmes? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. C'est sûr, l'assurance dentaire, pour moi, j'y crois. Je trouve que c'est une priorité puis qu'il faut investir là-dedans. Vous savez, les dents, ça fait partie de la bouche. Notre bouche fait partie de notre corps. On a une assurance santé, pourquoi pas les dents? C'est un peu absurde d'exclure la bouche du reste de notre corps. Donc, puis quand on a un problème dentaire, vous le savez, ça coûte très, très cher. Donc, Québec solidaire va prioriser là, les soins dentaires, puis je pense que c'est une bonne idée. Vous êtes une candidate, vous parcourez certainement le comté sur les routes qu'on a. Oui. Il y a des routes qui ne sont pas en bonne condition. Oui. Pourquoi c'est pas réglé? Pourquoi c'est en si mauvaise condition? Puis qu'est-ce que Québec solidaire peut faire pour régler ça, pour rendre le transport plus facile? Oui. Vous savez, dans la circonscription, c'est le plus grand réseau routier de tout le Québec. Donc, la circonscription de la Belle a le plus de routes que partout ailleurs dans le Québec. Donc, c'est certain là, que c'est énormément d'investissements, énormément d'argent. Je pense qu'en étant candidate de Québec solidaire, ma priorité, ça serait de miser sur la sécurité sur les routes. Donc, de s'assurer que toutes les routes soient sécuritaires. Ça veut dire quoi, sécuritaire? Bon, bien, réparer, qu'on a des voies là, à des endroits doubles plutôt que simples, à des endroits qui sont plus dangereuses. Mais miser plus sur le covoiturage, puis le transport en commun là, pour désengorger les routes. Parlant de transport en commun, est-ce que ce serait envisageable ou dans vos idées de faire, par exemple, un train entre, supposons, Tremblant et Montréal? Est-ce que ce serait quelque chose que Québec solidaire pourrait envisager? Ça serait un merveilleux projet. Je ne sais pas si c'est un projet qui sont là, dans leurs idées. C'est certain que d'avoir l'accès rapide à la ville, ça serait merveilleux pour tout le monde. Je pense que c'est une très belle idée. Ça serait une bonne idée, ça. Quand on visite la page Facebook de Québec solidaire dans la Belle, on dit que Québec solidaire est le seul parti capable de faire une différence dans la lutte au changement climatique. Oui. Comment? Oui, bien, ils ont sorti un gros plan là, pour les changements climatiques, pour l'environnement. Bon, ça passe beaucoup là, avec les véhicules, là, je pense que vous le savez. Donc, on a parlé beaucoup d'électrification des véhicules, de taxer les véhicules ultra polluants. C'est sûr, ça fait beaucoup jaser, c'est des mesures drastiques. On parle aussi, là, il y a un bon volet, puis ça, je trouve que ça touche la région, c'est bénéfique pour la région, d'autonomie alimentaire. Donc, de viser à ce que les gens dans la région mangent la nourriture qui est produite ici, qui est cultivée ici. Ça serait gagnant pour les agriculteurs, on en a beaucoup. Puis, ça aurait un impact là, sur l'environnement, beaucoup moins de transport, des aliments beaucoup plus frais, donc pour la santé aussi. Donc, l'autonomie alimentaire fait partie du programme. Mais comment on réalise l'autonomie? C'est parce que c'est un peu le comment. On peut dire toutes sortes de choses, mais il faut pouvoir les réaliser. Alors, comment? Bon, bien, c'est sûr, là, c'est en instaurant des lois puis des règles sur la distribution alimentaire, de ne pas faire sortir nos produits là, du Québec ou de la région. Ils veulent aussi, là, bien, Québec solidaire veut aussi qu'il y ait 70% des aliments qui sont vendus dans les hôpitaux, dans les écoles, qui viennent de la localité. OK. Donc c'est vraiment favoriser, un barème pour favoriser l'achat local. Exactement. Donc, c'est un bon comment. Oui. Parfait. En quelques mots,
Pourquoi on devrait voter pour vous? Pour plein de raisons. Si l'environnement vous tient à cœur, c'est sûr, il n'y a pas d'autre parti pour moi là, qui accote Québec solidaire sur les mesures de l'environnement. C'est aussi le parti là, qui parle le plus de la crise du logement. Donc ça aussi, c'est très important. Qui favorise le bien-être chez les aînés. Ça, il faut en parler, c'est essentiel. Donc, c'est des points là, que je trouve qui sont importants, qui sont portés par Québec solidaire davantage que les autres partis. Parfait. Je viens de recevoir Mme Jasmine Roy, qui est la candidate de Québec solidaire dans la Belle aux élections du 3 octobre prochain. Je vous invite à écouter les autres entrevues avec les autres candidats et à nous suivre sur tvcl.ca. Ici Daniel Drolet. Le jeudi 15 septembre dernier, Mme Dominique Forget, mairesse de la municipalité de Val-David, a procédé à la signature de l'acte notarié officialisant l'acquisition du lot 6 485 470 par le Centre de services scolaires des Laurentides, qui permettra la construction de la nouvelle école primaire à Val-David. Le ministère de l'Éducation a octroyé un financement de près de 30 millions de dollars pour la construction d'une école de 24 classes sur le territoire de Val-David, afin de répondre aux besoins actuels et futurs des familles du village. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je remercie Mme Chantal Janotte et Mme Jasmine Roy, et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.